Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique. Continuons sur notre lancée en parlant du spin-off. Le spin-off qui est sorti en 2008, Elle Change the World, donc une sorte de spin-off sur l'univers Death Note. Un épisode qui va se consacrer sur le personnage de Elle avec l'acteur qui avait joué Elle dans les deux précédents films Death Note, Kenichi Matsuyama je crois. C'est un film qui a eu quand même un bon succès, relatif, mais quand même un bon succès, 35 millions rapportés. Alors je sais pas si c'est dans le monde ou juste au Japon. Je pense que c'est juste au Japon, mais dans l'ensemble il n'est pas très apprécié non plus. Il dure 2h09 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h09 ? Eh bien c'est une nouvelle aventure. Pendant les 23 jours avant sa mort, elle résout encore une affaire qui comprend des méchants écolos, un virus mortel, il va devoir encore une fois sauver le monde. Je vais tenter de vous proposer un rapide aperçu du film parce que le film, j'ai pas envie de m'y attarder parce qu'il n'était pas mémorable. Il n'était pas mémorable parce que c'est déjà un univers que nous connaissons bien mais qui est tiré dans une extrémité qui est bien étrange, celle du spin-off sur l'univers de Death Note. C'est une histoire originale pour le coup, ça ne reprend rien mis à part le personnage principal du manga. Donc c'est un film avec Elle en tête d'affiche. Je pense que pour un adulte, il est difficile de trouver un intérêt dans ce film. Il surfe clairement sur le personnage de Elle qui avait plutôt été bien reçu dans les films précédents et surtout son interprétation, son acteur. Donc ici, nous mettons Elle dans une nouvelle situation avec un virus qui doit réduire la population de la planète. La demande est plus grande que l'offre, donc il faut éliminer des gens sur la Terre. Donc la planète est en danger. Non seulement elle est en danger de base, nous le savons, mais la planète et sa population humaine est en danger. Donc elle va mettre tout ce qu'il peut en jeu pour démêler cette affaire et arrêter les criminels. L'intrigue est-elle plus compliquée que dans les Death Note ? Absolument pas, c'est assez linéaire, c'est assez classique. Nous avons des flashbacks qui sont plutôt appréciables pour le coup, puisque nous avons le début du film où il y a encore cette transition entre le moment où il a choisi d'écrire son nom et le moment où il fait ses adieux à Watari. On a aussi un flashback vraiment au tout début du film où on a Naomi, donc l'agent du FBI, vous savez, le Naomi et Ray, les mecs du FBI, qui ont une mission avec Elle qui est en train de les suivre. Nous avons aussi un compte à rebours, ça c'est plutôt stimulant puisque nous avons quand même ce qu'il a fait dans les deux films Death Note, c'est qu'il a programmé sa propre mort. Donc il doit résoudre l'affaire avant de mourir. Donc il y a un petit compte à rebours des jours qui lui restent à vivre. Donc voilà, ça crée un petit peu de suspense. C'est plutôt sympathique, mais ça ne va pas très loin. Ce n'est pas très agressif. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que cet aspect de flashback permet de le lier facilement avec les films Death Note. Ils sont bienvenus. On a le moment où il décide de prendre l'affaire Kira en main. Ça, c'est très intéressant. On a quelques scènes supplémentaires au deuxième Death Note. Elle et Ryuk qui parlent du cahier, ça c'est très sympathique, avec Elle qui prend le cahier, qui le met dans le feu, et Ryuk qui n'a pas l'air très content. Mais vers 30 minutes du film, il faut quand même attendre 30 minutes, mais vers 30 minutes du film, ça commence à être sympa parce que les enjeux commencent à être clairement placés. On arrête la présentation des personnages, on commence à avoir de l'obstacle, à avoir des péripéties. Et ça pour le coup c'est appréciable, mais c'est souvent vers la 20e, 25e minute qu'on commence à l'avoir. Là, il faut quand même attendre 30 minutes. Mais c'est parce qu'il y a ces flashbacks qu'il faut installer pour essayer de le lier avec les films précédents. C'est un petit peu encombrant, mais ça passe vite. Il y a aussi un problème ce que j'avais dit un peu dans les films précédents, c'est qu'il n'y a pas de moments glorieux, de moments étincelants, de moments brillants. C'est des fois un peu sentimental en grande ficelle, d'autres fois on explique trop les choses. C'est peut-être les caractéristiques aussi des dramas, puisque j'avais pas assez appuyé ça dans les vidéos précédentes, mais ces films sont quand même sacrément orientés
par rapport au drama, donc ces espèces de séries japonaises très très édulcorées, à la mise en scène pauvre, très très pauvre, et ça m'avait pas sauté aux yeux parce que je ne savais pas ce qu'étaient les dramas. J'ai pu voir un petit peu ce que c'était dans mon boulot, curieusement. Oui, j'ai pu en regarder quelques épisodes et c'est vrai que c'est très polissé, quoi. Donc, et même au scénario, je pense que ça l'est. Et ce film est victime, en fait, de leur tendance là-bas à faire des dramas. Et ça n'y échappe pas au scénario, il n'y a pas grand-chose. On a beau nous présenter des personnages, des antagonistes, mais il n'y a pas de grand duel, vous voyez, ça change du manga. Ah oui, pour le coup, c'est original. Mais elle n'est pas poussée à bout comme on aurait pu le souhaiter pour sa dernière mission. Il ne la résout pas comme les autres. Ici, il doit s'impliquer physiquement aussi. Il doit agir plutôt que regarder et réfléchir. Donc ça nous montre aussi qu'elle ne résout pas forcément toutes ses enquêtes de la même façon. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que le film tient sur un fil grâce à elle, qui est le personnage vraiment qu'on a envie de voir. Hein. C'est vrai que lorsqu'on voit elle, on s'attend à voir des trucs intelligents, quelque chose de brillant, et même d'être intéressé par le personnage. Et c'est vrai que c'est le cas. Bon, le truc intelligent, ça c'est pas dit, hein, parce que le film n'est pas terrible. Hein. Mais c'est là où on pourrait être déçu du film, du coup. C'est qu'il n'y a rien d'intelligent à retirer de ça. C'est une enquête qui est très linéaire, et ça pêche, du coup. Surtout sur la mise en scène, sur les situations et les personnages. Ce sont quand même les 23 derniers jours de elle, et du coup il y a aussi un autre aspect, c'est que s'il a 23 jours à attendre de mourir, c'est qu'il est immortel pendant les 23 jours. Alors être immortel ne veut pas dire qu'on peut se prendre des maladies dans la gueule. Là on voit elle qui arrive comme ça tout vaillant, et en fait il est absolument pas malade. Il devrait être malade, mais il ne mourra jamais. Donc il pourrait avoir le choléra, la peste et tout ça, et souffrir le martyre, mais il ne mourra pas. Donc je sais pas si c'est finalement une bonne chose. Ce qui est aussi regrettable, c'est que du fait qu'il ne va pas mourir pendant 23 jours, il ne va pas mourir pendant 23 jours. Donc on doit créer un suspense, mais qui ne doit pas être recentré sur elle. Il doit être recentré sur d'autres personnages. Ça, le film ne se trompe pas à ce niveau-là, puisqu'on a des gens qu'il doit sauver. Une petite fille et un tout petit garçon aussi, qui sont un peu la garderie de elle qui fait un peu le gardien d'enfants. Il doit trimballer ses deux enfants avec lui et doit bien sûr les protéger. Donc il y a un côté un petit peu film pour les enfants, quoique ça c'est contestable aussi, hein. C'est pas vraiment un film pour les enfants, mais ce que je veux dire c'est que c'est un film plein de bons sentiments quand même. Elle qui protège les enfants, et on a quelques séquences où ils sont un peu en banlieue, ils sont pas directement dans la ville mais en banlieue, où ils prennent un vélo, et il y a un truc un petit peu joyeux, hein, comme des fois on voit dans les dessins animés japonais. Il y a un problème de suspense quand même qui est clairement visible pour le personnage principal. Dieu merci, je le trouve encore charismatique. Il est un petit peu différent parce que justement c'est une histoire originale, donc mis à part essayer de recréer les mimiques du cahier, il n'y a plus de support pour les textes, pour les situations, pour la corporalité, le jeu physique du personnage. Donc ils doivent inventer, et des fois ça semble être elle, mais ça ne ressemble pas à elle. Après, moi j'ai pas vu les mangas, donc je me permets de dire ça, c'est un petit peu gratuit. Kenichi Matsuyama tient le film sur ses épaules, tout simplement. Avec ce film, on essaye de proposer autre chose simplement que dans Death Note. On veut montrer la part humaine de elle. On le voit quand même après faire 2-3 trucs un peu plus physiques, mais quoique on l'avait déjà vu un petit peu dans l'animé, faire du tennis ou se battre avec Light. Mais on ne sait jamais si elle est agile physiquement. On le montre dans ce film-là, et on le montre avec sa part humaine, ce côté attitude geek calme avec ses deux enfants qui pleurent. Alors ça c'est excellent, les deux enfants sont en train de pleurer dans une pièce, et on a elle en attendant qui est en train de préparer son café tranquillement, ou son thé, je sais plus. Et il tient aussi la main de la fille et l'entraîne avec lui, mais d'une façon que je trouve là ça ressemblait pas du tout à elle. C'est un personnage qui doit commencer à se chercher un petit peu dans ce spin-off. On coupe l'herbe sous le pied des scénaristes avec ce film là, donc c'est là qu'il est intéressant à regarder ce film. C'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent maîtriser sur la création du personnage.
On apprend aussi, alors ça je sais pas du tout, hein, mais on apprend aussi que elle, c'est un peu comme Q dans James Bond, c'est une organisation avec des lettres de l'alphabet qui représentent des personnages dans cet univers-ci. Je pense pas que ce soit le cas dans le manga, à confirmer, dites-moi si je me trompe. On voit une séquence aussi, ça c'est très intéressant, c'est une séquence où il enchaîne les enquêtes, la résolution des enquêtes avec une facilité déconcertante. Il prend les dossiers, il appelle les gens, ouais, c'est ci et ça, parce qu'il y a ça ici qui se passe, et voilà, et hop, il boit, il mange en même temps, il balance les dossiers derrière lui. Quand il a terminé, il y a des tonnes de papier partout. C'est un truc qui est vachement bien pour montrer aussi que cette enquête-ci va prendre une autre tournure, elle est plus ample que n'importe quoi d'autre. Elle va être entourée d'enfants et c'est très étrange, hein. Elle devient tout d'un coup un géant avec ses 2 enfants à côté de lui. Il se balade dans le couloir, un couloir tout blanc, les mains dans les poches, et on a le petit gamin qui sait pas trop qui il est mais qui le suit à côté de lui. C'est pour ce genre d'image qu'on a envie de revoir à nouveau elle dans un nouveau film comme celui-ci. C'est vraiment la garderie de elle. Et il y a des choses aussi très touchantes, hein. C'est pour ça que je vous parlais de part humaine de elle, c'est que les enfants veulent essayer de redresser le dos de elle, mais ça ne marche pas du tout. Donc voilà, il y a un côté un peu humoristique, hein. On a par exemple un scientifique qui tape avec un journal sur l'épaule de elle pendant que celui-ci se prépare à manger, parce que le scientifique il est pas content, donc voilà, il dit mais qu'est-ce que t'as foutu encore, et elle il est en train de préparer son repas. C'est voilà, il y a plein de trucs marrants. Il propose une baguette de sucrerie à tout le monde, et il y a aussi une blague qui est excellente, c'est avec le mec du FBI. Le gars il arrive comme ça, je suis du FBI, et il y a le mec qui te sort, tu peux pas être du FBI, t'es japonais. Et le gars est un espèce de running gag à chaque fois. Elle lui demande d'être un leurre pour les ennemis, c'est assez marrant. Voilà, c'est aussi un film qui est drôle, hein. Autant les 2 Death Note n'étaient pas forcément très rigolos, mais celui-ci il a quelques aspects rigolos, même dans les trucs dramatiques c'est rigolo. Je vous dirai ça un peu plus tard, mais c'est rigolo parce que les situations s'y prêtent, et c'est rigolo parce que les situations dramatiques sont mal faites. Ça c'est un défaut, mais je trouve que c'est très touchant, hein, ce qu'on nous montre dans le film, avec à la fin, révélation, le petit gamin, eh bien il est nommé Nier, bien sûr Nier, hein, dans l'animé, c'est un des successeurs potentiels de elle, donc ici on le nomme clairement, et c'est un gamin qui a survécu à des choses incroyables et qui est très intelligent en termes mathématiques. Là c'est typiquement du fanservice, hein. Je me suis dit, ah c'est pas con comme procédé. Alors bon, il parle pas beaucoup, c'est dommage parce que Nier il parle beaucoup dans l'animé en tout cas, mais je trouvais que c'était plutôt sympa. La fin est assez touchante, on le voit comme ça partir au soleil couchant, disparaître derrière un pont. C'est une très belle fin pour le personnage de elle, c'est un très beau plan aussi. Donc moi j'ai beaucoup aimé la fin, mais après il y a des clichés avec les criminels bio, hein, les criminels, c'est le méchant qui a une blessure à l'œil gauche et qui va corrompre les écolos fascistes. Voilà, des écolos fascistes, hein, il faut quand même le sortir ça. Autant chez nous en France, voilà, attention l'écologie, ah là là c'est important et tout ça, mais au Japon ils ont l'air de bien s'en foutre, hein. Bien sûr on a ce méchant avec une blessure à l'œil. Voilà, c'est le signe distinctif du méchant parce qu'il n'est pas normal, donc parce qu'il n'est pas comme nous. Donc voilà, le mec il est en costard cravate avec cette blessure. Vraiment, c'est le look du méchant. On dirait des méchants de films bas de gamme du style film de Chuck Norris. C'est vraiment pourri. On a aussi des gars qui entrent dans un labo de sécurité maximale sur les maladies mortelles comme dans un moulin. Les mecs ils arrivent avec des fusils et bam bam bam, il y a 2 gardiens et c'est terminé. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce film? On a aussi, ah oui, oh mais c'est formidable ça, le professeur qui fait tout un monologue sur oui, il faut pas libérer les virus et tout ça, tout en contractant le virus Ebola dans le sang. Alors il nous fait un monologue pendant des minutes et des minutes pendant qu'il est en train de mourir. C'est là où on a le drama. Et à un moment, le mec il meurt d'une façon ridicule avec la main cramée qui vient se
exploser contre la vitre avec un espèce de retour absolument affreux et un plan de regard sur sa fille qui est horrifiée. La mort du scientifique, on dirait une mauvaise mort des années 80. Vous savez, comme c'est top 10 des morts les plus connes. Elle est en plus super sanguinolente, hein. C'est vraiment dégueulasse, hein, mais c'est complètement hors de propos, c'est complètement ridicule. C'est pour faire attention, on va faire un film rated R, mais en fait on s'en fout et c'est pas nécessaire. Il y a aussi un autre monologue qui est vachement chiant, c'est elle qui fait un speech à la fin du film, un dialogue quasi philosophique sur le bien et le mal, alors que tout le monde meurt autour de lui, mais pas lui bien sûr, hein, parce que c'est le héros immortel pendant 23 jours. Il ne va pas distribuer l'antidote, hein. Non, il veut d'abord taper sa Cosette et montrer par le dialogue que c'est lui le meilleur et tout ça. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça que le film est, hein, et c'est pour ça aussi que le film, je crois, n'est pas très apprécié, c'est qu'il y a des partis pris qui sont très étranges. La réalisation, on va aussi aller assez court. Le réalisateur est celui qui a fait Ring, mais quand on voit le film, ça n'a pas l'air d'être le réalisateur qui a fait Ring, hein. C'est Nakada, quelque chose qui aurait pu être réalisé par n'importe qui. C'est-à-dire qu'il fournit le strict minimum, l'effet drama comme je vous le disais, avec quelques jeux de lumière intéressants, avec du vert par moment, mais c'est très très sommaire, c'est très très réduit, l'image est toujours aussi dégueulasse, c'est constant avec les deux films précédents. On a un résumé des deux films avec des surimpressions et une 3D dégueulasse au début du film, c'est vraiment dégueulasse, hein. Après, on a l'impression qu'il y a plus de budget parce qu'il y a des tirs de missiles, il y a des véhicules volants, il y a des explosions même, hein. Donc attention, on est du big budget, mais la scène finale ne décolle même pas. Et c'est le cas de le dire, la scène finale ne décolle même pas. C'est elle qui va essayer d'arrêter un avion qui doit décoller, mais rien ne décolle dans cette scène finale. C'est assez cheap, avec la musique, voilà, attention, elle, le grand cerveau, a droit à un moment héroïco-physique. C'est avec bien sûr un ralenti dégueulasse, hein, bien sûr, vous doutez bien que le film n'a pas eu un seul moment pour briller dans la mise en scène, c'est pas à la fin qu'il va réussir, hein. Et c'est même pas dans les situations, parce qu'autant je trouve que les précédents films Death Note, ils avaient des situations qui étaient assez brillantes, enfin, ils ont créé des situations bien, en se basant bien sûr sur le manga, mais la réalisation ne suivait pas. Et bien là, ce sont les deux qui ne marchent pas. C'est les situations qui ne sont pas brillantes et la réalisation qui n'arrive pas à tenir. Donc c'est vraiment malheureux, hein. Ça me rappelle Alerte avec Dustin Hoffman, mais avec encore moins de budget et avec encore moins de réalisation en fait. C'est pas très réfléchi. Ah oui, ça c'est excellent. On a des mecs en combinaison dans un labo qui regardent des images. Et ces images, ce sont celles du film, pas d'un mec qui filme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au début, on a des personnes qui arrivent dans un camp en Thaïlande, je crois, et qui voient des gens comme ça mourir et tout ça. Bon, ok. C'est bien sûr le virus mortel qui fait ses preuves. Et bien plus tard, à Tokyo, on est dans un labo et on a quelqu'un qui visionne des images. Les images de ce fameux camp, ce sont exactement les mêmes images. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que le réalisateur a filmé pour une scène deviennent des images intradiégétiques qui font partie de la fiction, qui ont été réalisées, filmées par des personnages. Or, on nous montre jamais des caméras lors de la première scène en Thaïlande, dans le petit village. Les mecs, ils savaient même pas quoi filmer pour montrer. En plus, c'est montré. C'est dégueulasse parce que c'est filmé comme ça et c'est mis dans un espèce de moniteur d'écran et après on passe en plein écran. C'est dégueulasse. Ça, c'est du l'amateurisme, mais c'est des trucs d'internet, hein. C'est des trucs qu'on voit sur internet. C'est affolant, hein. Ça me choque parce que j'en vois pas assez des trucs comme ça. Donc oui, quand j'en vois dans un film qui a été distribué au cinéma, oui, ça me choque dans un certain sens, hein. Elle, Change the World, c'est un grand mot, mais pour pas grand chose, hein. C'est un film qui est fait pour les fans, mais même pas les fans de Death Note. Ce sont les fans qui ont bien aimé le personnage de elle et son interprétation, mais je ne pense pas qu'ils vont trouver quelque chose. Je crois même pas que ce soit un film comme ça pour les fans. C'est les mecs qui se sont dit, ouais, c'est vrai qu'elle, il était bien, il était salué par la critique. On va faire un spin-off et on va mettre le mec de Ring. De toute façon, le mec, il est HS, ça lui fera une réalisation de plus. L'intrigue est prévisible au possible. Le réalisateur ne semble même pas intéressé par ce qu'il doit raconter. C'est plutôt sympa à regarder, mais ça fait partie de ces films que vous pouvez regarder enfenêtré sur votre ordinateur. Non, mais c'est vrai, faut pas se leurrer. Moi, je lui mets un 11/20, mais
c'est bien parce que c'est elle, hein, et que elle, je l'avais bien aimée. Donc c'est juste le truc qui sauve le film, elle. Et encore, il sauve le film. C'est regardable, c'est pas scandaleux, c'est une honte et tout ça, non, mais vous regardez, vous l'oubliez, point final, ça mérite pas plus, de haine, ça mérite pas plus de qu'on s'y attarde, mais je crois que c'est important aussi d'en parler sur la chaîne, parce qu'il s'agit pas de montrer une chaîne où il y a que des films merveilleux, ou que des blues, voilà, et avoir une espèce de côté bipolaire, soit tu encenses des films, soit tu les martyrises à n'en plus finir. C'est très très bien aussi de proposer des films qui sont moyens ou des films qui sont c'est pas terrible, mais il faut aussi se rendre compte parce que comme je l'avais dit dans une chronique live que je suis en train de faire d'ailleurs, de monter, c'est en regardant les produits moyens qu'on peut se rendre compte aussi de choses qui sont bien faites, c'est-à-dire qu'on a une échelle de valeur qui est complète et pas regarder que le must du must pour après avoir une échelle de valeur complètement déformée quand on regarde d'autres films. Donc je pense qu'il faut aussi regarder quelques films moyens et j'en fais quelques témoignages, pas souvent, ce n'est pas ma priorité, mais des fois c'est bien aussi d'en rappeler, et histoire d'être complet aussi sur ce cycle Death Note. Sachez encore qu'il y a Death Note Light a New World qui va arriver, je n'ai pas encore terminé ma critique, ça va prendre un peu plus de temps que pour celle-ci, mais ça va arriver. Et bien sûr, Death Note de Netflix, sorti en 2017. Ce sera aussi une des prochaines vidéos. Je me tâte encore pour aller voir Hit au cinéma, puisque je vous ai aussi préparé une analyse de séquence du téléfilm des années 90. Donc il y a plein de trucs qui vont arriver. En plus, il y a Blade Runner début octobre. Donc voilà. Le mois est déjà bouclé, faudra un petit peu attendre pour voir toutes ces vidéos arriver sur la chaîne. En attendant, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, ce que vous avez trouvé d'intéressant ou d'horrible dans ce film, n'hésitez pas. En tout cas, moi je serais ravi de vous répondre en commentaire. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!